Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une relation décrite comme franche et directe sous les ors de Versailles. Le face-à-face Macron-Poutine, des propos sans détour sur des sujets de divergence. Mais pour quelle nouvelle relation franco-russe? Le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. À 15 jours du premier tour du scrutin législatif, quelle photographie des rapports de force politiques? La République en marche est-elle en route vers la majorité absolue? Et quelles peuvent être aussi les conséquences de la séquence Richard Ferrand? Sur ces sujets, le match des idées opposera tout à l'heure la juriste et professeure de droit public Anne Levade à Jean-Pierre Mignard, avocat et proche d'Emmanuel Macron. Enfin, l'entretien, mon invité ce soir a été directeur général du FMI. Il a aussi présidé aux destinées de la Banque de France. Il a eu une carrière au sommet des institutions financières. Jacques de Larosière publie Les lames de fond, se rapproche aux éditions Odile Jacob. Un essai sans concession sur les mouvements structurels qui bousculent nos sociétés. Le grand entretien est à suivre. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions aux questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il réclame du temps et refuse une réforme du Code du travail pendant l'été. Le Premier ministre poursuivait aujourd'hui ses échanges avec les syndicats. Au cœur de leur discussion, la question du calendrier. Le gouvernement entend aller vite en adoptant des ordonnances cet été. La CFDT a une nouvelle fois dit qu'il lui fallait du temps de concertation et que ce n'était pas pour gagner du temps, ce n'était pas dilatoire. Mais il nous semble qu'il faut aller se laisser jusqu'à fin septembre pour discuter. Mais au-delà de la question du calendrier, certains syndicats restent fermes sur certaines propositions de l'exécutif. Le Premier ministre a réaffirmé un certain nombre de choses qui étaient dans le programme du Président de la République sur le Code du travail. Mais il a dit qu'il était ouvert à toutes les propositions de toutes les organisations syndicales. Donc ce qui donne matière pour nous de réaffirmer que nous sommes contre l'inversion de la hiérarchie des normes. Demain, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud, nouvelle ministre du Travail, feront un point sur ce dossier avec Emmanuel Macron. Entreprise. C'est finalement le 19 juin que seront examinées les offres de reprise de Tati, cette filiale du groupe Eram, aujourd'hui en redressement judiciaire. Un dossier qui devient de plus en plus politique. Ce matin, Éric Coquerel, candidat France Insoumise aux élections législatives, était venu soutenir les salariés. Monsieur Macron a ses responsabilités avec les lois qui ont dérégulé le commerce. Donc ils ont raison de s'adresser au gouvernement. En plus, c'est une période où il faut le faire. Justice. Thomas Thévenoud a été condamné aujourd'hui à 3 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité par le tribunal correctionnel. Il est reconnu coupable d'avoir déclaré en retard ses revenus entre 2009 et 2013. L'éphémère secrétaire d'État parlait alors de phobie administrative. Ce scandale ravageur pour la République exemplaire de François Hollande avait encore affaibli le gouvernement en 2014, 1 an après l'affaire Cahuzac. François Fillon. Il n'est resté que 1h45 au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Un nouveau rendez-vous pour François Fillon avec les juges qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope entre 1986 et 2013. Une affaire qui a empoisonné la campagne du candidat Les Républicains. Bernard Cazeneuve. Le ton monte entre Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve. Mercredi, le leader de la France Insoumise accusait Bernard Cazeneuve d'être à l'origine de la mort du militant écologiste Rémi Fraisse à Sivins en octobre 2014. Bernard Cazeneuve a décidé de porter plainte. Dans un communiqué, il explique « Coutumier de l'outrance et de l'abaissement du débat public, Jean-Luc Mélenchon a franchi la frontière de la diffamation. Par ses propos à mon sujet, il démontre que l'insulte est devenue son mode de pensée et d'expression. » En région. Après la démission surprise de Christian Estrosi mi-mai, les Républicains se réorganisent au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier a été élu ce matin président de la région, promettant de réaliser les engagements pris et de les pérenniser dans le temps. Au Sénat.
Les sénateurs veulent plus de drones militaires, ils le disent dans un rapport publié aujourd'hui. Selon eux, l'Europe est à la traîne et contrainte d'acheter ces avions sans équipage à l'armée américaine. Selon le Sénat, le développement de ces technologies permettrait de créer des emplois et de gagner en autonomie stratégique. Et l'actualité, c'est une rencontre décrite comme franche et directe. Sous les ors de Versailles, le face-à-face Macron-Poutine, des propos sans détour sur les sujets de divergence. Mais pour quelles nouvelles relations franco-russes? Et puis, nous insisterons aussi sur l'enjeu de politique intérieure que représentent la Russie et Vladimir Poutine. Le débat avec nos invités ce soir. Patrick Le Hérik, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes directeur de l'Humanité, député du Front de gauche au Parlement européen. Nous accompagne également Frédéric Pons, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter spécialisé en géopolitique. Anne-Claire Ruel, bonsoir et bienvenue. Spécialiste de communication, fondatrice de l'agence Le Board. Et nous accompagne également Karl Meus, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Madame, messieurs, je vous propose de revenir sur cette journée marquée par la rencontre Macron-Poutine sur fond de culture et bien sûr aussi et surtout de politique, de géopolitique avec des points de forte divergence. On voit tout cela avec Quentin Calmet. Ils savaient que leur poignée de main allait être scrutée, elle a été cordiale. Le chef du Kremlin, reçu sous les ors du château de Versailles par le nouveau président français, le symbole est fort. Après des années de relations au point mort, les équipes d'Emmanuel Macron ont profité de l'exposition sur le tsar Pierre le Grand pour reprendre le contact et organiser en quelques jours la venue du président russe. Un tête-à-tête et un déjeuner qui se sont éternisés. Au menu des discussions sur les dossiers chauds, la Syrie, la crise ukrainienne ou encore les persécutions des homosexuels en Tchétchénie. À la sortie, dans une courte conférence de presse commune, les deux présidents ont fait part de leur échange franc et direct. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais également le cas des ONG en Russie. Sur ces sujets, j'ai donc très précisément indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Ce soir, Vladimir Poutine s'est rendu au centre spirituel et orthodoxe russe à Paris, un centre qu'il devait inaugurer en octobre 2016, mais il avait annulé sa venue après l'escalade verbale entre son pays et la France sur le dossier syrien. On va bien sûr entrer dans les détails des sujets évoqués, mais d'abord, Karl Meus, est-ce que vous diriez que ce jour marque déjà une rupture forte, définitive avec le précédent quinquennat? Vous qui avez écrit le livre, je le rappelle, François Hollande, le président du temps perdu, est-ce que ce temps-là est rattrapé sur la Russie? Alors, disons que par rapport au président précédent, il y a beaucoup de choses qui sont rattrapées. Et au fond, c'est là où l'ensemble de la séquence internationale qui vient de se passer a montré un président qui a marqué une rupture avec son prédécesseur. D'abord dans le dialogue avec la Russie, bien sûr, mais également sur le comportement même vis-à-vis des autres partenaires internationaux. Et au fond, c'est aussi ça qui fait que Emmanuel Macron a aujourd'hui une popularité qui a été mesurée par l'IFOP, qui est assez grande, parce qu'il y a comme une sorte de soulagement de se dire « bon, bah, la France est bien représentée ». Soulagement qui est peut-être accentué par le fait que beaucoup de commentateurs nous avaient expliqué que ce gamin de 39 ans, comment il allait se comporter face à Trump, Erdogan, Poutine. On voit qu'il a beau avoir 39 ans. Ses opposants aussi. Bien sûr, les opposants le disaient aussi. Il a été ministre, il a été à l'Élysée, et c'est un politique qui sait exactement ce que les autres attendent et comment lui, en retour, doit leur répondre. Frédéric Pons, auteur, je le précise, de Poutine, chez Kalman Levy. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un avant et un après ce jour du 29 mai? C'est une rupture incontestable, définitive, on ne le sait pas. Il faut attendre que les choses se mettent en place. Mais Emmanuel Macron a appris beaucoup à l'Élysée. Il a observé François Hollande. Et clairement, il fait ce que Hollande ne faisait pas. C'est-à-dire il a pris la stature, non pas d'un président normal, mais d'un chef d'État très régalien. Il inscrit le renouveau du dialogue avec la Russie à Versailles, c'est-à-dire qu'il va au-delà des contingences qui nous opposent en ce moment avec la Russie de Vladimir Poutine, pour resituer cette relation dans la très longue durée, de Pierre le Grand à aujourd'hui, notamment dans la culture, dans l'histoire la plus forte pour les deux pays. Et c'est très astucieux, c'est très fort. Et je retiens, moi, deux mots très puissants qui ont été prononcés par les deux présidents tout au long de la journée, c'est réalisme et pragmatisme.
On est là en dehors de l'idéologie. On les demain mal notre politique étrangère. Apparemment, ça commence comme ça, et c'est tant mieux. C'est-à-dire, on revient à ce qui est, au fond, le travail d'un chef d'État, c'est de considérer avec réalisme et pragmatisme les dossiers du moment, en s'affranchissant de l'émotion médiatique, de l'idéologie, du politiquement correct. En cela, c'est un succès. Patrick Leyric, le mur de la défiance, évidemment, il ne va pas s'estomper en quelques heures. Malgré tout, est-ce que vous estimez, sur le fond, on va rentrer vraiment dans les détails, que tout ce qui a été dit sur des sujets importants, tout ce qui devait être dit a été dit, justement? Tout ce qui a été dit, on n'est pas sûr de cela, loin de là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une modification par rapport à ces 10 dernières années et peut-être un retour un peu à la diplomatie gaulo-mitterrandienne, en quelque sorte. Et la prise de conscience que le président de la République française préside la cinquième puissance mondiale, un membre du permanent du Conseil de sécurité, et donc que la France puisse jouer un rôle nouveau dans la désescalade et un rôle nouveau pour régler un certain nombre de questions qui n'ont pas été réglées, au contraire, qui se sont aggravées ces derniers temps, ce serait positif. Mais évidemment, à chaque fois, il faut venir au fond des questions, c'est-à-dire le calendrier, comme l'a dit Karl Meus tout à l'heure. Le calendrier s'y prêtait puisqu'il y a 2 réunions successives, celle du G7 et de l'OTAN, mais il faut regarder exactement ce qui s'est décidé à l'OTAN, ce qui s'est décidé au G7. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte ces mains tendues qui peuvent aboutir à une désescalade et à... de son côté, de la part de Poutine, la reconnaissance qu'il est dans l'Europe, pas l'Union européenne, mais l'Europe géographique, peut-être que c'est une ère nouvelle qui peut s'annoncer. Il y a le fond et puis il y a bien sûr la forme. Anne-Claire Ruel, est-ce que cette rencontre, peut-être, comment elle peut être perçue plus largement par les Français? On sait que Vladimir Poutine, il divise, il électrise vraiment le débat. Oui, il électrise le débat, mais comme Emmanuel Macron peut aussi électriser le débat, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont assez ravis de son action et puis vous avez un petit cercle d'opposants qui commence à se former. Ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est la linéarité. C'est-à-dire que si on regarde la séquence sur un plan long, le premier discours d'Emmanuel Macron, c'était le discours avec Jeanne d'Arc, donc il y a quelque temps de cela. La première visite, c'était le Puy du Fou. On se souvient évidemment du premier discours présidentiel avec le Louvre. Aujourd'hui, Versailles. Donc il y a une donnée de monarchie républicaine qui est évidente et qui s'impose à nous. Bon, à savoir si c'est voulu ou pas pour le Louvre, parce qu'effectivement, ce n'était pas le lieu. On peut réécrire l'histoire à foison dans ce sens-là, mais tout de même, ça s'inscrit dans cette lignée-là. Et puis moi, ce que j'observe d'un point de vue juste purement communicationnel, c'est que c'est de la communication performative au sens de John Austin. Vous savez, dire c'est faire. Alors là, c'est même du langage des signes, c'est-à-dire que c'est vraiment bien que ce soit aussi facile. Hein. C'est pas de dire, c'est-à-dire que c'est aussi, c'est juste montrer des symboles, donc une poignée de main. Voilà, on en est rendu à commenter les poignées de main, si c'est pas quelque chose qui est un petit peu étonnant. Et pour Macron et Poutine, ils ont de toute façon tous les deux intérêt à se montrer un respect mutuel. Macron, en invitant Poutine évidemment dans ce lieu de pouvoir lié... L'un a besoin de l'autre, l'un soutient l'autre. Exactement. Et si on veut rentrer dans l'idée justement d'une posture un peu gaulliste, traditionnelle, on va dire plutôt, le général de Gaulle disait que l'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. Eh bien, je pense que ça, c'est la vision de l'Europe, effectivement, d'Emmanuel Macron. Et Poutine, peut-être que c'est de l'Oural à l'Atlantique. Ça, on verra la suite. Frédéric Pons, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une alliance objective, finalement. Si la France permet aussi, parallèlement à la Russie, de revenir, elle était déjà revenue sur la scène géopolitique internationale, c'est le cas aussi de la Russie qui tire la France dans les discussions sur la Syrie. Nous avions disparu totalement. Je n'emploierai pas le terme d'alliance. C'est un rapprochement, une désescalade. Le mot a été prononcé. Macron a réintégré, c'est vrai, Poutine dans le concert des nations occidentales. Il l'a fait de façon très forte, très symbolique à Versailles. Et c'est vrai qu'il y a de la communication, les gros plans sur ses poignées de main, le grand tapis rouge, tout ça. Mais il s'est dit beaucoup de choses dans un temps extrêmement court. Beaucoup de choses ont été dites par les deux présidents pendant cette conférence de presse et évidemment pendant leurs apartés et leurs discussions, leur dialogue entre hommes, de tête à tête, sur le terrorisme, sur la Syrie, sur l'Ukraine.
on sent bien que les dossiers qui étaient refermés depuis quelque temps ont été ouverts. Alors, tout n'est pas fini, évidemment. Chacun maintenant va défendre ses intérêts. Mais la défense des intérêts de la France et de la Russie va permettre de trouver des points de convergence. Et le grand apport de cette journée, c'est que évidemment, Emmanuel Macron a montré une stature d'homme d'État. Il a résisté au choc Trump et là, il résiste à la face un peu glaçante de Poutine. Et en même temps, il permet à Vladimir Poutine de revenir sans humiliation. Les Russes ont une obsession, et quand on parle avec eux, ça revient souvent, l'obsession de l'humiliation. Et là, Poutine a été respecté par ce traitement de faveur qui lui a été accordé. Premier chef d'État reçu en France par Nicolas Sarkozy, pas n'importe où. Et ces gestes extrêmement symboliques vont être évidemment exploités par la propagande du Kremlin, mais vont permettre à Poutine de pouvoir, à son tour, faire peut-être quelques concessions. Par Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy... Vous parlez d'une autre rencontre, peut-être une autre visite? Oui. Ben, y a eu dans l'histoire récente de nos présidents des moments extrêmement difficiles entre les présidents. Ça s'était jamais bien passé au premier contact. Là, ça s'est remarquablement passé. Avec quand même des garde-fous, on va s'arrêter sur les différents dossiers et sujets de fond. Karl Meeus, l'un des sujets majeurs reste bien sûr la Syrie. On va écouter les propos d'Emmanuel Macron, une nouvelle fois sur ce qui est appelé la ligne rouge à ne pas franchir, les armes chimiques. On l'écoute. Nous avons une priorité, celle-ci est commune, c'est la lutte contre les terroristes. Elle est absolue, fondamentale, c'est la priorité des priorités. La deuxième chose que je souhaite poursuivre, c'est d'échanger nos informations pour être plus efficaces sur le terrain. Et ensuite, c'est que nous puissions éviter la désagrégation d'un État syrien, la fragilisation de la région, et qu'avec les deux lignes rouges, si je puis dire, que j'ai évoquées, intransigeance à l'égard de l'utilisation des armes chimiques et très grande exigence à l'égard des accès humanitaires, nous puissions avancer ensemble. Karl Meeus, la France reprend pied vraiment peut-être dans les discussions en Syrie, mais donc elle s'engagerait, le pays s'engagerait si cette situation terrible, tragique d'utilisation des armes chimiques était effective? Attendons de voir. Je ne suis pas sûr que du côté des Russes, on ait été très favorable à l'utilisation d'armes chimiques par le régime d'Assad. Mais ça, c'est un autre sujet. Et sur ce point-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci d'accord avec Vladimir Poutine. Sur les couloirs humanitaires, c'est une revendication depuis le début du conflit, qui n'ont jamais pu être accordées par Vladimir Poutine. Je pense que peut-être plutôt le premier préalable, ça serait déjà que de réintégrer la Russie dans une sorte de commandement, comme il y avait pu y avoir, je parle sous votre contrôle, à un moment du conflit où on s'échangeait des informations pour éviter des incidents. Les Russes sont partis de ce commandement-là. Peut-être qu'il faudrait d'abord les faire revenir là, ce qui montrerait là peut-être que Poutine accède à un certain nombre de nos demandes et ça ferait peut-être baisser la pression. Mais pour l'instant, on ne sent pas qu'on est sur cette voie-là. En réalité, les échanges d'informations n'ont jamais cessé, même si officiellement on se fait un peu la tête. Mais quand on a autant d'avions, autant de chasseurs de combat au-dessus de la Syrie sur des zones assez restreintes, il est évident qu'il faut éviter des confrontations qui seraient malheureuses. Et donc il y a des échanges, de la même façon que des échanges n'ont jamais cessé sur le plan de l'antiterrorisme en Syrie même, sur les réseaux et les liens entre mouvements djihadistes. Je vous fais réagir à la ligne rouge parce qu'elle nous interpelle, elle sonne à l'oreille comme l'échec flagrant, patent de Barack Obama. Et puis forcément, dans la logique, il a été aussi celui de François Hollande. Donc quand Emmanuel Macron utilise ce terme, forcément, il nous renvoie à ce qui s'est passé. Ce n'est pas innocent. Patrick Léric, est-ce que vous voyez un glissement de la stratégie française capable d'intervenir si effectivement cette ligne rouge est franchie? L'intervention, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En tout cas, le bombardement ciblé, on va dire. Le bombardement ciblé, il y en a eu un il y a quelque temps de la part des États-Unis. C'est pas très probant. Moi, je crois que le chemin qui est pris là de choisir la discussion politique, la voie diplomatique, elle est bien meilleure que l'escalade. Parce qu'il est vrai que
on ne peut pas incriminer à la Russie l'utilisation des armes chimiques. En tout cas, on peut faire le procès, mais ce n'est pas certain, ça. Et donc, vaut mieux la voie qui est choisie là. Et si la Russie n'avait pas été écartée plus ou moins des discussions, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, peut-être même qu'il y aurait eu une solution pour la direction de la Syrie. À cela va s'ajouter évidemment des problèmes supplémentaires au fur et à mesure qu'on va s'avancer dans la résolution des questions. C'est comment on va vivre sur ce territoire. Ça, ce sera encore un autre débat et vraisemblablement... C'est un très grand défi dans ce Proche-Orient qui est devenu une poudrière. Voilà, parce qu'on ne peut pas écarter, parce que la Russie, elle a des intérêts, elle est présente déjà en Syrie depuis très longtemps. On ne peut pas écarter ça. Et ce qui est intéressant là, en ce moment, c'est qu'il y a une forme aussi d'alignement des planètes pour Emmanuel Macron. C'est qu'il y a une fenêtre politique qui n'était pas possible avant. On fantasme beaucoup sur Poutine. Alors je parle aussi sous votre contrôle. Voilà, c'est un peu le méchant de James Bond. Les médias ont des titres un peu accrocheurs. Mais dans les faits, il est assez fragilisé. Et finalement, cette troisième voie que lui offre Emmanuel Macron, c'est une voie qu'il faut absolument pour lui aussi saisir, parce que Bachar al-Assad soit là ou pas, la Syrie devra être reconstruite et la Russie ne pourra pas reconstruire toute seule. Non mais attention, moi je voudrais souligner que sur la Syrie, le seul chef d'État à avoir un plan cohérent, c'est depuis maintenant 2 ans et demi, c'est Vladimir Poutine. Là où la France n'a plus aucune carte en main, là où les Américains ont échoué, Vladimir Poutine, dès 2014 et 2015, a annoncé son plan. Priorité numéro 1, ne pas faire tomber Bachar el-Assad. Non, c'est attaquer, détruire les mouvements islamistes. Et dans un second temps, on aura une transition politique avec des discussions pour changer éventuellement le leadership à Damas. Poutine est le seul à avoir proposé ça. Sur ce point, Vladimir Poutine, il n'est pas particulièrement attaché à Bachar al-Assad. Mais les Russes ont dit... et il pourrait engager une discussion. Exactement, les Russes ont dit, mais on ne les a pas écoutés dans cet anti-poutinisme qui règne dans nos médias, on ne voit pas. Mais oui, on a mélangé les deux. L'entourage de Poutine a dit, mais clairement, nous ne sommes pas mariés à Bachar el-Assad. On l'a oublié. Poutine est un pragmatique. Si demain, la solution politique ne devait pas passer par Bachar el-Assad, je pense qu'Assad irait prendre sa retraite dans le pays alawite. C'est clair, tout le monde le sait là-bas. Ou pas, on verra quel sera son destin. En tous les cas, il y a encore quelques mois, c'est ce qui est frappant, Karel Meilhus, quelques semaines même, Vladimir Poutine ne cachait pas sa préférence pour François Fillon. Et après, ça a été Marine Le Pen. Il y a eu une campagne en Russie très agressive, vraiment de dénigrement à l'égard d'Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs dénoncé aujourd'hui 2 organes de presse qu'il a qualifiés d'organes de propagande. C'était Russia Today et Sputnik. On va l'écouter à ce sujet. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Et les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Voilà, c'est dit, ça ne veut pas dire que maintenant tout va changer dans les médias russes. Non, il a ce qui est intéressant, tenté de rééquilibrer les choses. C'est le visage de Poutine. Oui, impassible. Impassible. Vous avez beau le regarder, ça fait 3-4 fois que je regarde cette séquence, il n'y a aucune émotion, rien. Il pourrait lui réciter, je ne sais pas, un livre de cuisine, ça lui ferait exactement le même effet. C'est impressionnant. Il est quand même en train d'expliquer que les 2 médias dont on sait qu'ils sont financés par le Kremlin, que c'est Vladimir Poutine, ou en tout cas les gens qui travaillent au Kremlin pour lui, qui ont cherché à le déstabiliser. Ils sont l'un à côté de l'autre. Et ça ne bouge pas du tout. Comment ce que vous disiez par rapport à François Fillon, c'est amusant parce que l'autre jour, un des proches de François Fillon expliquait que Vladimir Poutine a écrit une lettre manuscrite, vraiment de sa main, à François Fillon au lendemain de la primaire qu'il a gagnée. Mais tout ça avait été mis dans le courrier et c'est seulement 2 mois après qu'ils ont retrouvé la lettre de Vladimir Poutine, mais ils n'ont pas tellement pu en faire état parce que c'était justement à un moment où toute la presse l'accusait d'être pro-Poutine et qu'il fallait mieux peut-être pas la mettre en avant. Je vais poser une question à laquelle peut-être qu'il n'y a pas de réponse, Frédéric Ponce. Est-ce qu'on a les preuves, mais en tout cas, est-ce qu'on peut remonter la source vraiment de la campagne agressive de dénigrement à l'égard d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on est sûr que ça vient directement du Kremlin?
Du Kremlin, pas forcément. Il y a des, vous savez, en Russie, qui est un très grand pays, ils ont beaucoup de spécialistes en matière de cyberguerre, de guerre de l'information, ce qu'on appelle les hackers. Il y a chez les Russes, chez les Chinois, il y en a beaucoup. Que la Russie ait essayé de dézinguer Macron. Oui, pourquoi pas. Pas forcément au niveau du Kremlin. C'est pas forcément Vladimir Poutine qui a donné les ordres. Mais de la même façon que notre presse à nous ne cesse pas d'agir en médias de propagande contre Poutine. Et les Russes nous le disent. Des méthodes différentes. Hein. Mais ça revient au même. Ça revient strictement au même pour les Russes. C'est pour ça que cette impassibilité de Poutine n'est pas surprenante. Je pense d'abord qu'il a tourné la page de cette campagne. Il a aujourd'hui un président, Emmanuel Macron. Il va travailler avec lui. Comme demain d'ailleurs, si Bachar el-Assad s'en va, il travaillera avec un autre. Mais du côté de ces médias russes qui font la propagande du Kremlin, qui sont payés par le Kremlin, c'est une vérité, ça n'a rien d'extraordinaire. De la même façon, nous disent toujours les Russes, que nos médias, à l'égard de Trump, qui se sont tellement trompés, font une propagande anti-Trump extrêmement active. Et regardez le courant dominant, le mainstream, comme on dit, des médias français sur Poutine, c'est assez effrayant, parce que Poutine est le diable absolu. Mais là, aujourd'hui, Emmanuel Macron rencontre le diable. Et quand on fait une analyse de discours de nos médias, les grands journaux télévisés du soir, on se rend compte qu'il y a des retournements de sensibilité qui en disent long sur la souplesse des chines de nos journalistes. Hein. Qui a rencontré le diable? C'est le président français, mais pas seulement. Je reprends votre expression, le diable. Patrick Léric, c'est aussi un leader d'un pays important de l'Union européenne, Emmanuel Macron, qui incarne et qui représente la France. Est-ce que les autres pays sont sur la même ligne que lui? Est-ce que Mme Merkel pourrait tenir les mêmes propos qu'Emmanuel Macron aujourd'hui? Est-ce qu'il va lui rendre compte, a-t-il dit, de ce qu'il a, de l'objet de ses discussions avec Vladimir Poutine? Bien sûr, mais ce qui est paradoxal, c'est que l'Allemagne, Mme Merkel et l'Allemagne en général commercent avec ce côté-là du continent européen. Et nous étions un peu isolés. Et il n'est pas interdit de penser que sur la scène européenne ou à l'intérieur de la scène européenne, M. Macron essaye aussi d'ouvrir un chemin dans le débat avec Mme Merkel, parce que il y a beaucoup de questions qui sont posées, qu'il faut relier d'ailleurs au G7 et à la réunion de l'OTAN. Par exemple, dire qu'on va désormais mettre 2% des richesses produites dans les budgets d'armement, si on applique cette règle à chacun de nos pays européens, l'Allemagne va avoir le double de finances mis dans son budget. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que les accords du lendemain de la Seconde Guerre mondiale valent toujours concernant l'Allemagne? Une partie, vraisemblablement. La totalité, nous n'en savons rien. En tout cas, dans cette relance de l'industrie de défense qui n'a pas que des avantages, à mon avis, je pense que ça a plutôt des inconvénients. Moi, je préfère une stratégie qui viserait le désarmement et la paix. Mais dès lors que M. Trump dit « mais vous n'aurez plus mon bouclier », il y a tout un débat aujourd'hui dans l'Union européenne sur cette fameuse Europe de la défense. Qui provoque aussi peut-être une solidarité européenne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Oui, parce que c'est devenu... C'est l'électrochoc qu'on attendait. Voilà, mais c'est devenu malheureusement le seul axe politique commun de construction. On ne parle plus de l'Europe sociale, on ne parle plus de solidarité. Aujourd'hui, on va développer l'industrie de défense et consacrer nos budgets à ça. C'est l'urgence, non, Patrick Léric? C'est l'urgence, la protection, moi, je pense la sécurité. Moi, je crois... Vous êtes d'accord? Oui, la sécurité est une question. Oui. Mais on peut inventer un modèle de sécurité à partir d'une coopération interpays, intergouvernementale et interpays. De là à faire une Europe intégrée de la défense, c'est pour moi un autre débat. Je sais qu'il existe, je sais qu'il n'est pas facile non plus, mais c'est c'est franchement un autre débat qui peut mener loin. Et dire qu'aujourd'hui notre rêve c'est ça, moi je ne crois pas. Le rêve des Européens, c'est plutôt de bâtir une Europe solidaire, d'aller vers une Europe sociale, consacrer les moyens financiers à cela et non pas au surarmement. Oui, dans cette initiative d'Emmanuel Macron à l'égard de Poutine, on voit bien apparaître ce qui pourrait être un des axes de sa politique européenne dans les mois qui viennent. Emmanuel Macron va chercher à se montrer en leader de ces chefs d'État ou de ces responsables européens qui souhaitent en finir avec cette
comment dire, cette mise en cause systématique de la Russie et de Vladimir Poutine, notamment à travers les sanctions. Une partie de l'Europe, notamment du Sud et de l'Est, sauf la Pologne et les pays baltes, souhaite aujourd'hui en finir avec les sanctions, ou en tout cas aller vers un allègement. Tout le monde y a intérêt. Nos producteurs agricoles, notre industrie, mais c'est vrai aussi pour l'Allemagne. Seulement, il fallait que quelqu'un fasse le premier pas. Et on voit bien que... Ce n'est qu'un premier pas, hein, il n'est pas allé loin sur ce sujet. Un premier demi-pas, oui, en plus. Mais ça commence. Et Emmanuel Macron va continuer à ouvrir ce dossier, va associer un certain nombre de responsables européens avec l'espoir d'être le leader dans ce rapprochement européen. Qu'a-t-il obtenu alors Mais c'est trop tôt pour le dire. Attendez, alors, qu'est-ce qui est dans la balance? J'imagine qu'ils en ont parlé, mais ça on le saura plus tard. La balance, c'est la remise en vigueur des accords de Minsk, d'une part, que la Russie doit respecter, mais la Russie est favorable aux accords de Minsk. Le vrai problème aujourd'hui, et les diplomates européens le disent, c'est à Kiev, c'est en Ukraine. L'équipe dirigeante, Premier ministre et président en Ukraine, ne veut pas les accords de Minsk. Et ça bloque sur Kiev. Et ça bloque à ce moment. Il y a aussi, Anne-Claire Ruel, bien sûr, le poids de l'histoire aujourd'hui dans ce lieu. C'était tout un symbole. Les relations franco-russes, c'était l'occasion de rappeler ce poids de l'histoire. On écoute à ce sujet le président français. Nous sommes ici dans cette galerie des batailles. Elle célèbre beaucoup de victoires militaires. Mais ces victoires militaires ne doivent jamais faire oublier qu'elles étaient toujours le fruit d'incompréhension et qu'elles ont bien souvent fait tomber beaucoup d'hommes. Et c'est toute cette histoire qui l'un et l'autre nous dépasse. Et c'est fort de toute cette histoire, en venant ici à Versailles, que je souhaitais que l'un et l'autre, nous puissions sur tous les sujets qui font notre présent et le destin de nos nations, construire des solutions pragmatiques et exigeantes qui nous permettront de surmonter parfois les vicissitudes du quotidien. Toute cette histoire que l'un et l'autre nous dépassent. Ça dépasse évidemment le quinquennat ou plus d'Emmanuel Macron. Ça dépasse aussi les 17 années, je crois, au pouvoir de Vladimir Poutine. Hein. Ça fait 300 ans de ces relations franco-russes. C'était important de le rappeler, d'insister sur ce point-là, parfois oublié. Hein. Dans les précédents quinquennats, on a oublié vraiment la profondeur, l'importance de cette relation. Oui, on le voit qu'Emmanuel Macron souhaite placer l'histoire au cœur du siècle. C'est un peu Louis XVIII avec l'idée de renouer avec le temps. C'est quelque chose qui est très présent dans son discours. Et ça retranscrit aussi dans cette citation de dialogue franc et direct. C'est intéressant parce que c'est aussi la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est une forme de renouer avec l'histoire, donc en ayant un fil rouge comme ça, conducteur sur tout son début de quinquennat. Et puis, c'est la claque et la caresse. Donc, la claque, on explique à Poutine que Sputnik et Russia Today, voilà, sont des... Il n'est pas très sensible à la claque hein, quand on le voit. Exactement. Il reste quand même assez et puis après, trouver toujours des solutions. Donc, être l'homme de l'ouverture, de la troisième voie que lui permet... Oui, mais jusqu'où? Alors, je vous arrête sur ce point. Par exemple, l'homme de l'ouverture à la suite du sommet du G7, où on voit que Donald Trump part en soufflant le chaud et le froid, et plutôt le froid sur l'accord du G7. Emmanuel Macron reste optimiste, positive, alors que Angela Merkel, vraiment, elle met le fer dans la plaie en disant c'est plus possible, on n'y arrivera pas. Oui, c'est un peu good cop, bad cop. On a l'impression en ce moment, l'Europe... alors, ce que je trouve assez déplorable, c'était effectivement qu'on a beaucoup commenté ces poignées de main en évitant de parler quand même du plus gros pollueur que sont les États-Unis. Et il n'y a pas eu beaucoup de traitement médiatique autour de tout ça. On sait que... Je ne sais pas si Emmanuel Macron est le maître du temps, mais en tout cas, la diplomatie, c'est un travail d'orfèvrerie, je pense. Donc, c'est un travail très minutieux. Et pour l'instant, c'est une première pierre, mais il va falloir vraiment assez vite qu'on puisse voir ce que ça peut donner. Pas de procès d'intention, mais on attend forcément les actes. On voit l'ambition de Macron, là, il veut être la passerelle avec l'Amérique, et donc pas de brusquerie avec Trump, parce qu'on se méfie de ses réactions, et la passerelle avec la Russie. Et Macron souhaite réinstaller la France au centre de l'échiquier des nations, des grandes nations industrielles. S'il y arrive, chapeau. Le facteur chance n'est pas anodin en politique. Il y a ce qu'on appelle vraiment, on répète souvent cette expression d'alignement des planètes, mais elle existe. Quand vous dites qu'il peut jouer ce rôle de passerelle, c'est parce que vraiment il y a un besoin qu'il le joue entre le président Trump et le président Poutine. Bien sûr, il arrive au bon moment. Un nouveau président un peu instable et difficile à cerner aux États-Unis, et puis un vieux président qui fait peur à tout le monde en Russie, à l'est de l'Europe, eh ben lui va essayer, et il l'a montré là déjà depuis quelques temps, va essayer de concilier l'inconciliable et devenir en quelque sorte
une espèce de nouveau leader de l'Europe occidentale. Parce qu'on est dans des bouleversements. Le Brexit, ce n'est pas une petite affaire pour l'Union européenne son ensemble, pour l'Allemagne elle-même. Les enjeux du terrorisme, M. Poutine est confronté, est potentiellement confronté aux mêmes problématiques que nous dans l'Union européenne aujourd'hui. L'ensemble des tensions qui existent, qui provoquent l'afflux aujourd'hui de réfugiés, le sang qu'on arrive à l'étaler, les enjeux du climat. Avec maintenant la posture de Trump, il ne faut pas que ni Poutine ni la Chine suivent cette ligne-là. Au contraire, il faut les garder de notre côté pour avoir un rapport de force. Donc, il y a des bouleversements considérables. Et puis, cette rencontre a été aussi un enjeu de politique intérieure. Je voudrais vraiment vous faire réagir là-dessus, parce qu'on a l'impression... vous me dites bien sûr, vous qui êtes député européen Front de Gauche, justement, et qui ne critiquez pas Emmanuel Macron sur ce sujet-là, est-ce qu'il ne vous a pas coupé, vous et d'autres, l'herbe sous le pied? On voit tout cela avec Jérôme Rabier. À Versailles, Emmanuel Macron s'est radicalement démarqué des positions de son prédécesseur. Car le quinquennat de François Hollande a été marqué par les tensions franco-russes, avec en point d'orgue la non-livraison de 2 navires Mistral en raison du conflit ukrainien et l'annexion de la Crimée. Mais aussi la profonde divergence sur le conflit syrien dans lequel la Russie est un allié indéfectible du président El-Assad. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Un contre-pied du président Macron par rapport à son prédécesseur donc, mais aussi un pied dans le jardin de la droite et de l'extrême droite française, ces derniers réclamant depuis des mois un dialogue retrouvé avec la Russie, Marine Le Pen allant jusqu'à se féliciter de l'accueil de Vladimir Poutine. En l'accueillant à Versailles, Emmanuel Macron réussit donc, comme il tente de le faire depuis son élection sur de nombreux sujets, à imposer son tempo tout en annihilant ses opposants. Alors, quand on fait le bilan des réactions politiques intérieures, aujourd'hui, elles sont très faibles. Venant de la droite, du Front National ou de la France Insoumise, Karl Meis, on sent bien qu'il y a une gêne et au-delà, en fait, à critiquer ce qu'on voulait faire depuis le début. Oui, il y a le sans faute en matière de communication et en matière d'organisation d'Emmanuel Macron qui prive d'oxygène tous ses opposants aujourd'hui. La France Insoumise, parce qu'évidemment, et le FN, parce qu'avec Vladimir Poutine, il y avait là des gens qui voulaient que ce dialogue soit renoué, Emmanuel Macron le fait, et à droite, parce que tous ces gens-là de droite ne supportaient plus François Hollande et la façon qu'il avait de représenter la France. Ça les mettait mal à l'aise et vraiment, ils le dénigraient. Et là, ils ont un président, on l'a dit tout à l'heure, qui est dans une posture gaulo-mitterrandienne, qui ne peut que les satisfaire. Ce qu'il y a, c'est que ça va durer, évidemment, jusqu'aux législatives, parce que jusqu'ici, on ne verra pas les résultats. Mais vous évoquiez tout à l'heure la nécessité pour Emmanuel Macron d'avoir des résultats. Parce que dans le positionnement que vous évoquiez tout à l'heure, il va vite falloir qu'il y ait quelque chose de concret. La semaine prochaine, il y a la décision, normalement, de Trump sur Twitter, si j'ai bien compris, sur le climat. On va vite voir là si l'optimisme d'Emmanuel Macron était raisonnable ou pas. Sur l'Ukraine ou sur la Syrie, Vladimir Poutine va devoir faire des actes ou démontrer, et c'est là qu'on verra s'il y a des résultats ou pas. Mais évidemment, ça sera après législative. Mais le temps est long, quinquennat. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, une fois que vous êtes élu président, la diplomatie s'impose à vous. Parce que quand on relit les discours précédents en campagne, c'était quand même assez froid, assez distant. Et arrivé au pouvoir, évidemment, la diplomatie reprend son cours. C'est une donnée d'ailleurs permanente. Pour tous les présidents, ils sont rattrapés sur ce côté régalien. Après, soit ils arrivent à tout de suite rentrer dans ce costume ou pas. Et donc, à l'opposant que vous avez été, que vous êtes, que vous serez toujours d'Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, vous rejoignez En Marche ? Non, mais... il me semble, dans votre parcours et vos convictions... Bien sûr, mais quand on choisit la diplomatie, quand on choisit la politique au lieu de l'escalade, je préfère, donc je suis pas obligé d'être opposant tout le temps. C'est l'intérêt général qui doit prévaloir en permanence. Mais je répète, je redis à nouveau quelque chose, il faudrait plus et mieux décrypter les résultats du G7 et les résultats du sommet de l'OTAN qui, là, sont un peu moins convaincants. Je suis bien plus opposé à cela, bien évidemment, comme je suis opposé au fait qu'on augmente les budgets militaires en permanence. Vous savez, aujourd'hui, Emmanuel Macron, sur le plan intérieur, prend quasiment tout le monde à contre-pied.
Et au risque de faire hurler un certain nombre de nos téléspectateurs, je dirais que... À cette heure-ci, ils peuvent hurler. Il s'inspire peut-être de Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine est élu en mars 2000, il est élu par une coterie qui pense le manipuler, qui pense le neutraliser au service notamment de l'oligarchie russe, du clan Eltsine. Et en quelques mois, Vladimir Poutine va prendre tout le monde à contre-pied et va complètement changer d'attitude sur tous les grands sujets qu'il avait portés au pouvoir du fait de cette coterie. Et donc, il y a un petit parallèle entre les deux présidents, avec un tout jeune qui prend tout le monde à contre-pied et un ancien qui a fait ça, lui, il y a 17 ans. Pour conclure, Karl Meeus et Anne-Claire Ruel, est-ce que selon vous, cet aspect international, tout ce qui se fait sur cette scène politique étrangère peut avoir un impact sur les législatives? Toujours sur C'est la question que l'on pose à chaque fois sur une élection nationale, locale. Normalement, sur une élection présidentielle, on sait, ça n'a aucune influence. C'est vraiment les enjeux nationaux. Encore moins alors sur une élection sur les législatives, locale. c'est parti. Non, sur celle-ci, parce qu'elle est particulière, on ne voit pas aujourd'hui le thème qui accroche dans l'élection, dans cette législative. Il n'y a aucun thème apparemment, à moins que l'affaire Ferrand provoque quelque chose. Donc, pour Emmanuel Macron, c'était important d'avoir ces rendez-vous internationaux. Il y avait les rendez-vous obligatoires. Autant G7, G20. Lui en a rajouté un autre. Le rendez-vous de Versailles, c'est lui qui le met dans l'agenda. Habilement. Il n'a pas oublié les leçons de Jacques Pillan et de François Mitterrand, qui, avant 1988, avaient fixé tout un tas de rendez-vous internationaux pour imposer la stature présidentielle de François Mitterrand face à Jacques Chirac. Là, il le fait après son élection présidentielle, bien évidemment, mais avec en ligne de mire législative. Et pour l'instant, il est dans une forme d'agenda maîtrisé. Je vous rejoins totalement. Reste à savoir comment il va gérer l'imprévu. Maîtrisé ou verrouillé? Subtil. La nuance est subtile avec Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est relativement verrouillé. Et merci encore pour cette analyse et ce débat. La suite de votre émission, on va plonger justement dans cette bataille des législatives à maintenant 15 jours du premier tour du scrutin. Quelle photographie des rapports de force politiques? La République en marche est-elle en route vers la majorité absolue? Quelles peuvent être aussi les conséquences de la séquence Richard Ferrand? Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. A tout de suite, on vous attend. On est arrivé là avec les filles et on est reparti avec la caméra. Primée à Cannes, Houda Benyamina fait partie des nouveaux talents du cinéma français. Originaire de Viry-Châtillon, la jeune femme nous présente dans cet épisode de C'est vous la France son parcours atypique. J'ai créé 1000 visages, Mathilde. Elle a fait en sorte que cette association vive. À travers Houda Benyamina, vous découvrirez cette nouvelle génération de cinéastes issus des quartiers populaires. Il y a énormément de gens qui sont talentueux et qui demandent qu'une chose, qu'on leur tende la main. C'est vous la France, dans les pas de Houda Benyamina, demain 16h30 sur Public Sénat. Il y a une apparence qui fait qu'on ne conçoit pas qu'une personne comme moi puisse avoir vocation à représenter à la fois la totalité des citoyens et la totalité des territoires. Et ça, c'est un vrai problème. La France, elle n'est pas hexagonale. La France, elle est océanique. C'est la seule puissance au monde à être présente dans tous les océans. Mais elle ne se le dit pas. Elle ne le dit jamais. Il ne faut pas prendre la question de la diversité que comme une question de représentation. Il faut se poser la question, aujourd'hui, de comment on va apprendre à tous les petits Français qui vont à l'école leur vraie histoire, leur histoire. Les couleurs de la République, mercredi à 17h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin pour évoquer à présent la bataille des législatives à 15 jours du premier tour de ce scrutin. Quelle photographie des rapports de force politiques? La recomposition en cours va-t-elle s'accentuer les 11 et 18 juin prochains? On va en parler avec nos invités ce soir. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur de droit public, et l'avocat Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Aussi juriste, si je peux me permettre. Merci, quand on dit avocat, c'est un peu obligatoire, non? Pas être méchant, plutôt mais des fois, c'est pas rajouter toujours évident proche d'Emmanuel Macron. Hein. D'accord. Et je vous propose de nous arrêter, si vous le voulez bien, sur le rapport de force à 15 jours du premier tour de ces législatives. Quelle photographie à cet instant T? On voit tout cela avec Quentin Calmet. À gauche comme à droite, les réactions ne manquent pas. Pour Jean-Christophe Cambadélis, Richard Ferrand doit démissionner. Bernard Accoyer, lui, sous-entend que le procureur de Brest aurait pu recevoir des consignes de François Bayrou pour enterrer l'affaire
Dans l'entourage de Richard Ferrand, on tente de minimiser l'impact de cette affaire, pour laquelle aucune plainte n'a jamais été déposée. Ça en dit long sur le désarroi des Républicains quand leur secrétaire général en est réduit à cela. C'est sans doute qu'ils n'ont pas grand-chose à proposer sur le fond. Selon le Canard enchaîné, alors qu'il était encore directeur des Mutuelles de Bretagne en 2011, Richard Ferrand aurait favorisé sa compagne dans le choix de locaux professionnels. Pas d'argent public en jeu et sur le papier rien d'illégal, si et seulement si la procédure a bien été respectée. Pour l'instant, faute d'éléments, il est trop tôt pour le dire, selon Anticor. Dans une mutuelle, il faut informer le conseil d'administration de l'existence de cet intérêt à l'opération. Le conseil d'administration informe le commissaire aux comptes. Si ce processus-là n'est pas respecté, c'est tout d'abord que la convention est nulle et qu'en plus de ça, il y a une infraction pénale qui est le délit d'obstacle au commissaire aux comptes. Reste que ces révélations tombent mal en pleine préparation d'une loi de moralisation de la vie politique. D'autant que pour l'instant, le garde des Sceaux reste silencieux. Voilà pour ces détails autour de la séquence Richard Ferrand. Nous reviendrons après, comme je l'ai annoncé, sur la photographie des rapports de force en vue de ce scrutin législatif. Jean-Pierre Mignard, est-ce que Richard Ferrand, c'est aujourd'hui le gros caillou dans la belle chaussure efficace d'Emmanuel Macron et de la République En Marche? Écoutez, ce n'est pas une question de gros caillou, c'est poser la question de la responsabilité de Richard Ferrand. D'abord, je n'en sais rien de plus que ce que je lis, de ce que j'entends. J'aime bien Richard Ferrand, je le lui ai dit. Maintenant, c'est une question de droit privé. Une vente s'est opérée. S'est-elle opérée dans des conditions qui sont conformes au droit? Y a-t-il eu un désavantage des uns par rapport aux autres? Tout ça, il faut s'en tenir à ce que disent les uns et les autres. Richard Ferrand s'est expliqué, la Mutuelle de Bretagne aussi, pour l'instant. J'ai envie de dire la chose suivante. Non, j'ai envie... Attendez, ça ne peut rien avoir. Écoutez, ce que je trouve extravagant dans cette affaire, c'est qu'on a une affaire qui se nourrit d'elle-même. Une rumeur qui se nourrit d'une rumeur, d'éléments, et puis etc. La question est simple. Y a-t-il un dommage? Y a-t-il des victimes? Y a-t-il des plaintes? Il faudrait ouvrir une enquête pour le... non, mais non, attendez, excusez-moi. Les plaintes, c'est quand quelqu'un se plaint. C'est pas lorsqu'on ouvre une enquête. Le procureur de la République n'ouvre pas des enquêtes comme ça. Il ouvre des enquêtes lorsqu'il y a des plaintes, notamment dans des questions de pur droit privé, et c'est une question de pur droit privé. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Sortir du droit, parce que vous pouvez en dire davantage. Et même d'ailleurs, et finir par le droit. Non, pas finir par le droit, parce qu'il y a quand même la politique et la morale. D'accord, vous nous ça, avez souvent. C'est l'objet de ma question maintenant. D'abord Anne Levade, et puis vous allez y répondre. Si on met de côté, à un moment, même si vous êtes deux juristes éminents, ce problème, ou en tous les cas cet aspect juridique, est-ce qu'il y a tout simplement un problème moral quand on a tant porté la moralisation de la vie politique comme le fait ce gouvernement? Alors, je ne vais pas tout à fait répondre à votre question parce que ce que vous disiez auparavant et ce que disait Jean-Pierre me faisait simplement réfléchir justement à ce débat auquel on va assister dans les semaines qui viennent, au-delà de l'affaire Ferrand ou de ce que l'on présente aujourd'hui comme une affaire Ferrand, ce débat entre justement le droit et la morale. Ce qui s'annonce, c'est une loi de moralisation. Quand on est juriste, l'idée d'une loi de moralisation, c'est l'hydre à deux têtes, parce que par définition, ce sont deux choses différentes. Une des premières choses que je dis, moi, à mes étudiants en première année, c'est la morale et le droit, ce sont deux questions différentes. On peut avoir un problème moral qui ne se réglera pas par le droit, et on peut avoir des questions juridiques qui n'ont rien à voir avec ce qui est moral ou immoral. Et par définition, dès lors qu'on veut faire une loi de moralisation, on marie deux choses qui peuvent poser problème. Et je crois que l'affaire Ferrand en est un bon exemple, tout simplement parce que ce qu'aujourd'hui on en voit, c'est quelque chose qui ne serait pas juridiquement répréhensible, en tout cas à ce stade, mais quelque chose qui, moralement, peut semer le doute, en particulier lorsqu'évidemment on a fait de la question morale, éthique, et d'ailleurs ce pas des mots exactement synonymes, l'un des chevaux de bataille en quelque sorte de la campagne. Et la très grande difficulté, c'est qu'évidemment chacun est juge entre guillemets de sa propre morale, et que certains peuvent trouver ça absolument intolérable, insupportable et parfaitement immoral. Je laisse de côté évidemment l'utilisation politique qui peut en être faite à droite, à gauche, au milieu ou ailleurs, mais certains peuvent considérer ça comme absolument intolérable, alors que d'autres diront bah non, c'est pas un sujet. Et le droit est dans une position différente. Mais je reste sur l'argument de la morale alors. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument-là? Oui, encore une fois, dans des relations... Vous savez, le propre gouvernement a dit qu'il y avait un débat. Je vais vous dire, dans des relations d'affaires, c'est une relation de droit privé, c'est une vente. Est-ce que la vente
a été équitable? Est-ce que chacune des parties y a trouvé son compte? Est-ce qu'une partie s'en plaint? Je ne vois pas comment nous pouvons aller au-delà de ça. Car sinon, en effet, on peut faire un traité de morale des affaires. Il faudrait d'ailleurs faire beaucoup de traités sur la morale des affaires, mais ça, sans qu'il y ait plainte, sans qu'il y ait dommage avéré, sans qu'il y ait préjudice, je ne vois pas de quoi nous dissertons. Autre chose est effectivement la question... Il n'y a même pas de débat pour vous, c'est important, parce que le Premier ministre Édouard Philippe dit qu'il y a peut-être pas d'affaires, mais débat. La preuve, pardonnez-moi Sonia, vous nous interrogez sur ce point. Donc il y a débat. Mais c'est un débat qui se nourrit de lui-même sur des faits qui sont anciens de 5 à 6 années de surcroît et sur lesquels je n'ai pas effectivement de jugement éthique ou d'opinion éthique à mettre, d'abord parce que je ne vois pas sur le plan du droit ce que nous pouvons y faire en l'état de ce que nous savons et en l'état de ce qui se dit. Qu'est-ce que vous voulez que nous évoquions une question morale à partir de là? Non, mais... si toutes les parties sont satisfaites de cette... voilà, très bien. Jean-Pierre a parfaitement raison. En même temps, ne nous leurrons pas. Ce qui ici fait débat et ce qui conduit à ce qu'on en parle, c'est qu'évidemment, on a d'un côté M. Ferrand et de l'autre côté sa compagne. Et que dans un climat qui, par ailleurs, alors même, et je ne dis pas ça juste pour alimenter le débat, mais alors même que les relations, par exemple, entre un parlementaire et son assistant parlementaire sont des relations de droit privé, on voit bien qu'un des éléments clés de cette discussion sur la moralisation, c'est justement d'interdire ce qu'on appelle les emplois familiaux. Ce qui, aujourd'hui, conduit à la fois, un peu de confusion peut-être dans les esprits. Encore une fois, moi, j'ai aucun élément sur cette affaire. Public, autrement. Là, c'est de l'argent public. Oui, mais sur une base de relations de contrat de droit privé, comme vous le savez. Avec de l'argent public. Mais ce qui pose une vraie question. Avec les contribuables peuvent te dire. Avec un régime très particulier dans le cas des parlementaires et avec une relation de confiance légitime et très étroite que l'on peut attendre en tant que parlementaire de son assistant. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'affaire de M. Fillon, mais dans d'autres affaires identiques à celle-ci, le parquet s'est saisi parce qu'il est défenseur de l'argent public. C'est pour ça que je veux rester encore quand même une question sur le cas Ferrand. Est-ce que selon vous, Jean-Pierre Minnaert, c'est la bonne méthode de la part de l'exécutif de dire, ça se voit qu'il y a un débat, puisqu'ils disent c'est aux électeurs de trancher. Finalement, ça passe ou ça casse. C'est un peu Ponce Pilate. Écoutez, moi je suis pas l'exécutif. C'est à l'exécutif d'apprécier. Les électeurs décideront, alors puisque la morale compte, je suppose que les électeurs auront un point de vue moral qui d'ailleurs pourra permettre la réélection. Pas souvent eu pour certaines personnalités que je ne vais pas citer, qui sont réélues localement. Qui pourra permettre la réélection de Richard Ferrand, mais je ne vois pas, si vous voulez, encore une fois, d'abord, il y a peut-être un point sur lequel je suis sur ce point en divergence avec le Premier ministre, parce que ce n'est pas aux électeurs de résoudre des questions de droit. Mais cette question n'étant pas une question de droit, alors entendons-nous, en effet, peut-être que la question morale, si pour certains électeurs, ça peut poser une question morale, eh bien, ils la manifesteront. Et d'autres qui considèrent que ce n'en est pas une, eh bien, continueront d'élire Richard Ferrand. Voilà. Nous verrons s'il y a une suite en tous les cas. Le risque, c'est le risque en tout cas pour Emmanuel Macron et la République En Marche, c'est le feuilleton. Nous verrons ce qu'il en sera demain ou dans les prochains jours. Anne Levade, on va revenir à présent, et Jean-Pierre Minnaert, sur la photographie. Je vous en parlais au début de ce match des idées. À l'instant T des rapports de force, nous sommes à 15 jours du scrutin législatif. On voit tout ça avec Quentin Calmet. Alors, le sondage, on le voit, on va le voir, il va s'afficher, c'est encore plus simple. On rappelle toujours, c'est une photographie à l'instant T, le voici. La question est en même temps, on peut imaginer la réponse à ce moment-là. Anne Levade, c'est ce que vous nous disiez d'ailleurs il y a 2 semaines, c'est une logique politique, institutionnelle qui donnerait cette majorité à la République En Marche ? Il y a indiscutablement à chaque élection présidentielle une espèce de souffle, d'élan, et je crois qu'il y a une forme de cohérence aussi dans les esprits. Les Français là-dessus, de mon point de vue, sont, et ne prenez pas le mot en mauvaise part, assez légitimistes. On a un président de la République. Partant de là, il n'est pas anormal d'essayer de lui donner les moyens de mener la politique pour laquelle il a été élu. Et donc, c'est vrai que la dynamique qui suit une élection présidentielle, alors elle est parfois infléchie, elle est parfois moindre que ce que certains escomptent. On se souvient qu'en 88, François Mitterrand a une majorité relative, ce qui conduit du coup à la constitution de gouvernement un peu compliquée, qui utilise beaucoup d'ailleurs le 49-3. On se souvient aussi qu'en 2007, après une boulette médiatique, la majorité de Nicolas Sarkozy est moins forte que escomptée initialement.
Mais toujours est-il qu'il y a quand même, malgré tout, ce sens, en quelque sorte, cette logique institutionnelle. Ce qui évidemment ici surprend, voire déroute, c'est que la figure politique qui émerge, cette formation politique nouvelle, La République en marche, évidemment, n'a pas d'histoire. On n'a donc pas de point de repère, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les électeurs ont envie de tenter cette aventure au sens propre du terme, parce que c'est une vraie nouveauté. De la tenter jusqu'au bout maintenant, c'est-à-dire de donner vraiment les pouvoirs. Non, mais jusqu'au bout de ce quinquennat, déjà, on va aller par étapes, en marche mais doucement. On va donner les pouvoirs à ce président qui a été élu pour voir justement dans les faits quelles vont être les actions qui vont être menées. Et pour ça, il faut lui donner cette majorité absolue. C'est cette logique-là sur laquelle vous comptez ? Je pense qu'effectivement, c'est mieux d'avoir une majorité quand, sur une orientation, cette orientation a permis l'élection d'Emmanuel Macron, il vaut mieux qu'en effet le Parlement soit en accord avec cette orientation et qu'il n'y ait pas de rupture entre la majorité parlementaire et puis le président de la République. Donc ça me semble d'autant plus important que nous avons eu une élection présidentielle dans un climat de crise politique avérée. D'ailleurs, on le voit bien avec les chiffres que vous donnez sur l'évolution des partis politiques. Le Parti socialiste, 7%, et je vois d'ailleurs que LR et UDI sont un point, alors ce n'est qu'un point, sur les perspectives de vote derrière le Front National. C'est quand même considérable. Je veux dire, on voit là une carte politique qui est profondément changée. France Insoumise, 14%. Et qui est profondément éclaté, c'est aussi l'objectif de La République En Marche. Ce qui veut dire, alors ça, vous posez une question très, très, très intéressante, parce que jusqu'ici, la Ve République tenait par deux formations ou par deux camps politiques qui s'équilibraient comme ils le pouvaient, mais les institutions tenaient par l'existence de deux camps politiques qui alternaient au pouvoir. Et puis là, ces deux camps ont subi l'un et l'autre des revers significatif, et pour l'un peut-être définitif, et donc la stabilité se fait au centre, alors que jusqu'ici elle s'opérait par l'existence de deux camps. C'est un peu comme si le mur de Berlin politique français avait chuté. Donc en effet, c'est tout à fait nouveau, parce que la Ve République n'envisageait pas, dans l'esprit de ses concepteurs et avec les modes de scrutin, n'envisageait pas que la stabilité puisse se faire au centre. Oui, alors il faut quand même ajouter une chose, c'est que ces sondages sont faits évidemment sur une base nationale. Vraiment, et à prendre aussi avec des pincettes. Là, vraiment, pour cela, c'est très particulier. On va être sur 577 circonscriptions, avec des configurations internes aux circonscriptions extrêmement différentes. Parce qu'on n'a pas d'abord l'intégralité des formations politiques qu'on vient de voir présentes dans toutes les circonscriptions. Il y a des endroits où La République En Marche n'a pas présenté d'adversaire, soit un candidat LR-UDI, soit un candidat socialiste. Voilà. Et puis il y a des endroits où, au contraire, on a infiniment plus. Et donc c'est vrai que indiquer qu'une formation politique, je pense au Front National, à 19%, ne veut pas du tout dire qu'elle aura 19% par exemple de députés au final. Il y a aussi quand même une situation sur laquelle je voudrais vous faire réagir. Est-ce que cette recomposition, Jean-Pierre Ménière, elle n'est pas accélérée par la grande confusion? Quand on voit qu'il y a des républicains qui tendent la main à Emmanuel Macron, qu'il y a des socialistes qui affichent majorité présidentielle, parfois sur des affiches de campagne, on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus qui est avec qui. C'est vraiment la grande confusion. C'est la grande confusion, ou peut-être c'est l'amorce d'une nouvelle grande cohérence. Parce qu'il y a les candidats investis par La République En Marche et par le MoDem, et puis il y a en effet de gauche et de droite des candidats que d'ailleurs les journalistes appellent Macron compatibles, ou je ne sais pas, peu importe, en tout cas, qui disent « Nous ne sommes pas membres de La République En Marche, nous ne sommes pas membres du MoDem non plus, mais nous sommes disposés à tout faire pour que la politique du président de la République et du gouvernement de M. Philippe trouve, je veux dire, du répondant au Parlement. » Donc, nous nous réclamons de la majorité présidentielle. Il est évident que ces personnes de gauche et de droite vont peu à peu, effectivement, être amenées à converger, il y aura une confluence. Je ne sais pas vers quoi il ira, mais en tout cas, on assiste en effet à une très grande recomposition, à l'amorce d'une nouvelle cohérence. Oui, mais sur quelle, j'allais dire, ruine, entre guillemets, mais attention, il ne faut pas évidemment parler comme cela des partis, on va voir vraiment quelle sera l'ampleur de cette recomposition. Parlons d'un parti que vous connaissez bien, Nevade, vous lui avez organisé sa primaire, c'est le parti Les Républicains avec le centre. Qu'est-ce que vous pensez de leur stratégie dans cette campagne des législatives? On voit qu'il n'y a pas vraiment d'angle d'attaque. Au départ, François Baron, le chef des files, avait parlé d'une cohabitation, puis on est passé à une coexistence pacifique, et là on passe à une collaboration. Il y a différentes nuances. Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles à votre question. La première chose, c'est que
et je crois qu'on l'avait déjà évoqué, quand on a à un intervalle aussi faible, quelques semaines, une présidentielle et des législatives, imaginer une cohabitation au sens où on l'a connue auparavant, ça n'a pas grand sens, parce qu'il ne s'agit pas de sanctionner la politique qui a été menée par le président de la République et par son gouvernement. Donc ça aurait été une forme de cogestion, c'est-à-dire les Français auraient dit, certes on a élu Emmanuel Macron, mais on veut qu'il gouverne avec la droite et majoritairement avec la droite. On verra ce qu'il en sera. Mais juste une parenthèse, et François Baroin précise ce soir qu'il pourrait y avoir des istements contre le Front National en faveur de la République en marche. C'est encore une étape. C'est encore un autre problème et une autre réponse. C'est pas un effort insurmontable quand même. Mais c'est une étape. Bon. Après, je pense que les positions individuelles de ceux que vous évoquiez tout à l'heure, elles tiennent aussi au fait que l'espèce de grand effondrement que vivent les deux partis traditionnels, même si ce n'est pas dans la même proportion et surtout pas pour les mêmes raisons, conduit quand même à ce qu'un certain nombre de gens soient assez désemparés. Alors je pense qu'on aurait tort de considérer qu'ils sont désemparés parce que préoccupés de leur seul sort individuel. Ils sont aussi désemparés tout simplement parce qu'il n'y a plus la discipline traditionnelle des partis. Oui. Je veux dire, les partis, à un moment donné, quand ils perdent autant de légitimité électorale, perdent aussi une légitimité d'impulsion vis-à-vis de leurs membres. Et donc on ne peut pas, faire grief à des candidats de ne plus considérer que la parole émise par le parti doit forcément les lier pour l'avenir. Et après, la stratégie, du coup, elle est un peu désordonnée parce que derrière, il y a aussi évidemment le coup d'après. C'est-à-dire que les uns et les autres réfléchissent à ce que devrait ou pourrait être le parti ensuite. Sur ce sujet. Oui, je suis d'accord avec Anne. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un changement, il y a une nouvelle loi de gravitation dans la politique française. Je vais donner 2 exemples. Je vais même donner 2 noms, d'ailleurs, parce que comme c'est des personnes estimables, pas la peine de toujours en train de chicaner et d'être désagréable pour les gens. Je prends Gilles Boyer et je prends Marisol Touraine. J'entendais Marisol Touraine qui on voit bien que majorité présidentielle, qu'on ne va rien faire contre Marisol Touraine, ministre de la Santé, une femme impeccable, etc. Et puis de l'autre côté, Gilles Boyer, vous connaissez bien, alors, type bien, parfait. Alors, elle dit, puisqu'elle est de gauche, elle est socialiste, elle dit, moi, je vais soutenir la majorité présidentielle parce qu'il faut quand même qu'il y ait un courant de gauche. Et puis j'entendais ce matin Gilles Boyer qui au fond, indiquait qu'il n'était pas hostile à être dans la majorité présidentielle, parce qu'il fallait, même en étant candidat LR, que quand même la gravitation tienne compte de LR. Alors c'est intéressant parce que l'un et l'autre sont, je le vois bien, amenés à aller vers la majorité présidentielle, et chacun veut dire, mais j'ai mon héritage, et il faut que mon héritage compte dans la dot générale du mouvement En Marche. D'ailleurs, ils n'ont pas effacé, tout comme le Premier ministre qui rappelle qu'il est un homme de droite. Mais ça, je l'ai envie de leur dire, je leur dis affectueusement, c'est encore le vieux monde. Il faut qu'ils chassent ça de leur tête. Parce que tout effacer pour vous rejoindre, non, mais non, je ne suis pas. Mais c'est pas. Nous, on n'est pas. C'est pas la révolution. Son logiciel. Ce n'est pas la révolution cambodgienne. C'est pas une éradication. Je veux dire qu'il va falloir. Vous inquiétez. Il va falloir que toutes ces personnalités, que toutes ces personnes, ces centaines de milliers d'adhérents qui viennent de partout, créent un nouvel type de culture politique. Je dis, moi, un grand mouvement démocrate. Voilà. Et où d'ailleurs, on aura la surprise avec le temps de voir que des gens qui étaient hier se retrouvent sur des thématiques et sur des motions, ils ne pensaient jamais devoir se retrouver. Donc, il faut effectivement... voilà. Nous verrons jusqu'où ira cette proposition. Vous êtes une gaulliste. Non. C'est juste que... Mais vous me disiez il n'y a pas longtemps que Emmanuel Macron était gaulliste dans la posture. Oui, tout le monde l'est. Non, vraiment. Mais juste une chose, je pense aussi que les Républicains, forcément aujourd'hui, sont d'autant plus désemparés. Les socialistes ne vont pas très bien, mais sont d'autant plus désemparés, qui se sont quand même construits en 2002, ne l'oublions pas, comme un rempart face au Front National. C'est vrai. Et que, par définition aujourd'hui, ça n'est pas eux qui sont le rempart face au Front National, et ils n'ont pas été au deuxième tour de cette élection présidentielle. Donc ça, c'est quand même forcément un traumatisme et quelque chose qui doit conduire à réfléchir à l'après. En profondeur. Et nécessairement à redéfinir une ligne, une cohérence. En revanche, l'idée que la force soit tellement forte qu'il n'y ait plus que la République En Marche... Ça, vous l'avez toujours dit, attention, Anne, dans un pays, il faut toujours une démocratie, une opposition forte et saine. C'est-à-dire qu'on a un grand tripartisme, en fait. Regardez, on va passer en revue ensemble la revue de presse. Avec une alternance impossible. Vous voulez découvrir les unes des quotidiens de demain. On va commencer par Le Figaro. Regardez. D'ailleurs, ce sont les mêmes, quasiment, c'est le même sujet. Le Figaro, Macron et Poutine, l'entente contre le terrorisme. On va regarder Ouest France avec Poutine, Macron, tête-à-tête musclé, vous allez le voir. Le Télégramme, Macron, Poutine, le dégel est en marche. C'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé, Jean-Pierre Mignard. Il est vrai, et beaucoup le reconnaissent, y compris ses opposants, les premiers pas réussis vraiment sur la scène diplomatique internationale. Maintenant, comme pour le reste, on attend, et c'est normal de le dire, les actes, ce qui est tangible, ce qui va être concret, ce qui va découler de tout cela. Oui, je trouve que d'ailleurs, c'est encore plus net
aujourd'hui dans la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine? Parce que dans le G7, c'est un peu compliqué, il y a tout le monde, il y a beaucoup d'images, de photos, puis on ne sait pas vraiment très bien ce qui s'est dit. Donc, si on en veut tous les cas, on a entendu ce qu'a dit Donald Trump sur un accord majeur qui est climat. Hein. Oui, voilà. Mais oui, mais on sait sur ce point qu'il n'y a pas d'accord. Hein. Voilà. Bon, très bien. Mais ça, on le savait déjà, on s'en doutait un peu. Maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui avec Vladimir Poutine, c'est que Emmanuel Macron dit on va se parler. On reçoit au château de Versailles. C'est pas Vladimir Poutine. Moi, j'ai aucune sympathie. J'ai beaucoup défendu l'opposition démocrate russe, donc c'est pas mon truc. Mais le représentant du peuple russe mérite bien d'être reçu à Versailles. Parce que c'est un hommage rendu au peuple russe. C'est un grand peuple avec lequel on a fait 2 guerres mondiales, et le peuple russe mérite bien Versailles. Maintenant, je constate que le président de la République française a été d'une fermeté vis-à-vis de lui. Il faut sans doute remonter à Mitterrand au Kremlin évoquant Sakharov pour trouver effectivement des propos aussi fermes vis-à-vis d'un dirigeant russe. C'est le juste équilibre. Versailles permet cette fermeté. Parce que, évidemment, en face, le fond et la le forme, registre des symboles est très important depuis le début. Les résultats et les actes. Merci pour ce débat et cette analyse. La suite de notre émission à suivre, c'est le grand entretien avec l'ex-patron du FMI et de la Banque de France, Jacques Delarosière. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Ils réclament du temps et refusent une réforme du Code du travail pendant l'été. Le Premier ministre poursuivait aujourd'hui ses échanges avec les syndicats. Au cœur de leur discussion, la question du calendrier. Le gouvernement entend aller vite en adoptant des ordonnances cet été. La CFDT a une nouvelle fois dit qu'il lui fallait du temps de concertation et que ce n'était pas pour gagner du temps, ce n'était pas dilatoire. Mais il nous semble qu'il faut aller se laisser jusqu'à fin septembre pour discuter. Mais au-delà de la question du calendrier, certains syndicats restent fermes sur certaines propositions de l'exécutif. Le Premier ministre a réaffirmé un certain nombre de choses qui étaient dans le programme du Président de la République sur le Code du travail. Mais il a dit qu'il était ouvert à toutes les propositions de toutes les organisations syndicales. Donc ce qui donne matière pour nous de réaffirmer que nous sommes contre l'inversion de la hiérarchie des normes. Demain, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud, nouvelles ministres du Travail, feront un point sur ce dossier avec Emmanuel Macron. Entreprise. C'est finalement le 19 juin que seront examinées les offres de reprise de Tati, cette filiale du groupe Eram, aujourd'hui en redressement judiciaire. Un dossier qui devient de plus en plus politique. Ce matin, Éric Coquerel, candidat France Insoumise aux élections législatives, était venu soutenir les salariés. Monsieur Macron a ses responsabilités avec les lois qui ont dérégulé le commerce. Donc ils ont raison de s'adresser au gouvernement. En plus, c'est une période où il faut le faire. Justice. Thomas Thévenoud a été condamné aujourd'hui à 3 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité par le tribunal correctionnel. Il est reconnu coupable d'avoir déclaré en retard ses revenus entre 2009 et 2013. L'éphémère secrétaire d'État parlait alors de phobie administrative. Ce scandale ravageur pour la République exemplaire de François Hollande avait encore affaibli le gouvernement en 2014, 1 an après l'affaire Cahuzac. François Fillon. Il n'est resté que 1h45 au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Un nouveau rendez-vous pour François Fillon avec les juges qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope entre 1986 et 2013. Une affaire qui a empoisonné la campagne du candidat Les Républicains. Bernard Cazeneuve. Le ton monte entre Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve. Mercredi, le leader de la France Insoumise accusait Bernard Cazeneuve d'être à l'origine de la mort du militant écologiste Rémi Fraisse à Sivins en octobre 2014. Bernard Cazeneuve a décidé de porter plainte. Dans un communiqué, il explique « Coutumier de l'outrance et de l'abaissement du débat public, Jean-Luc Mélenchon a franchi la frontière de la diffamation. Par ses propos à mon sujet, il démontre que l'insulte est devenue son mode de pensée et d'expression. » En région. Après la démission surprise de Christian Estrosi mi-mai, les Républicains se réorganisent au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier a été élu ce matin président de la région, promettant de réaliser les engagements pris et de les pérenniser dans le temps. Au Sénat.
Les sénateurs veulent plus de drones militaires, ils le disent dans un rapport publié aujourd'hui. Selon eux, l'Europe est à la traîne et contrainte d'acheter ces avions sans équipage à l'armée américaine. Selon le Sénat, le développement de ces technologies permettrait de créer des emplois et de gagner en autonomie stratégique. Mon invité ce soir a occupé les plus grandes fonctions au sein des institutions financières. Il a été directeur général du Fonds monétaire international, ancien patron de la Banque de France. Il est économiste et auteur de l'ouvrage « Les lames de fond se rapprochent ». Urgence aux éditions Odile Jacob. Jacques Delarosière, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. On va évidemment plonger dans quelques instants dans les détails de votre livre. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à l'actualité. Une actualité internationale riche. Alors pour le moment, il y a des gestes, des paroles fortes avec cette visite aujourd'hui et la rencontre Macron-Poutine. Nous verrons ce que cela va donner par la suite. Mais est-ce que vous dites déjà c'est important que la France se place de manière encore plus forte sur cet échiquier mondial? Oui, je trouve que c'est remarquablement important parce que il ne faut pas que la France se dissocie de ces grandes questions internationales. La Russie est un de nos plus proches voisins et elle fait partie de l'Europe. Et donc nous ne pouvons pas être absents ou systématiquement à l'écart ou négatifs. Donc je trouve que le fait de se voir, le fait de se parler, le fait d'évoquer les vrais sujets, c'est une bonne chose. Vous parlez de l'Europe. Il y a eu hier une phrase, peut-être l'avez-vous entendue, que nous n'avions pas d'ailleurs entendue depuis longtemps de la part de Madame Merkel. On va l'écouter. Angela Merkel hier. L'époque où nous pouvions entièrement compter les uns sur les autres est quasiment révolue. C'est mon expérience de ces derniers jours. Nous, Européens, devons prendre notre destin en main. Notre amitié avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, notre bon voisinage avec la Russie, aussi avec d'autres pays, cela compte, bien sûr. Mais nous devons savoir, nous devons nous battre pour notre propre futur, pour notre destin. Et j'aimerais faire cela ensemble avec vous. Jacques Delarosière, est-ce qu'il faut y voir une rupture? C'est une Angela Merkel pragmatique qui se détourne un peu des États-Unis. C'est important, ça. C'est l'Europe qui devrait se prendre en charge elle-même. Et j'appelle de mes voeux cette attitude. Vous la trouverez d'ailleurs dans le petit livre que vous présentez. Est-ce que pour autant, elle est prête, selon vous, Angela Merkel, à faire des concessions? Elle dit, on le voit avec passion, on la voit vraiment rarement s'engager ainsi, mais est-ce qu'elle est prête je ne sais pas, à lâcher un peu du lest? Ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait davantage de convergence économique? On en est loin avec son pays pour qu'elle soit un peu différente, vraiment. La question de la convergence économique est cruciale. Si on veut que l'Europe fonctionne, et en particulier l'Europe monétaire, il ne faut pas qu'il y ait trop de divergences entre les grands acteurs. De ce point de vue-là, nous avons, nous, Français, beaucoup à faire pour rejoindre un minimum de convergence européenne. Avec un point très important que vous soulignez dans cet essai et que vous appelez souvent, évidemment, de vos voeux pour le réduire, c'est l'endettement, qui reste, selon vous, excessif. Alors, l'endettement, quand on en parle, souvent, c'est parfois abstrait pour les téléspectateurs, pour les citoyens, mais vous dites, attention, l'endettement, peut-être que c'est une donnée macroéconomique, mais elle nous touche, Jacques Delarosière, dans notre fiscalité, les impôts, notre compétitivité, tout cela nous tire vers le bas? Oui, c'est exactement ça le sujet. La dépense publique française est très élevée. Si vous la comparez en termes de PIB à celle de nos voisins, nous avons un taux de dépense publique qui avoisine 57% de notre produit intérieur brut. En Europe, en moyenne, c'est autour de 49%. Et donc, il y a une différence, disons, de 8 points de PIB, plus avec l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des bases de comparaison qui sont à faire de manière plus sophistiquée. Mais retenons l'idée qu'il y a à peu près 8 points de PIB de trop, si je puis dire, de dépenses publiques françaises. Et ces dépenses publiques, elles engendrent nécessairement des taxes, des impôts. Et si vous prenez non plus du côté de la dépense, mais du côté des moyens de financement de cette dépense, si vous prenez ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, vous voyez qu'ils sont à 45% du PIB en France. La différence avec les 57%, c'est l'endettement. Et alors qu'en Allemagne, c'est 37%. Vous avez 8 points d'écart.
Et ça, c'est grave, parce que qui paye ces 8 points d'écart de plus de prélèvements obligatoires? Oui, c'est tout le monde, mais c'est en particulier le travail. Parce que le système social français a la particularité de reposer entièrement pour son financement sur les entreprises et les employés et les salariés. Et le fait que les cotisations sociales en France soient, en termes de points de PIB, à peu près 6 points de plus que celles de l'Allemagne, des entreprises allemandes, explique la faible compétitivité des entreprises françaises. Et ça, c'est le sujet à venir, puisque la réforme sensible, c'est celle du Code du travail que veut mener Emmanuel Macron. Mais Jacques de la Rosière, on entend évidemment votre discours et ce que vous dites, il y a ceux qui craignent que cette politique de réforme du Code du travail, elle va encore leur nuire tout simplement parce qu'ils se considèrent comme étant les perdants de ce qu'on a appelé la mondialisation et que ça ne va encore que bénéficier à ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Vous savez, quand on a 10% de chômage alors qu'on devrait en avoir 5 ou 6, je comprends que les gens se plaignent et attribuent à beaucoup d'éléments les causes de leur douleur et de leurs problèmes. Non, le vrai sujet, me semble-t-il, c'est qu'il faut permettre aux entreprises, et en particulier aux moyennes entreprises et aux petites entreprises, parce que ce sont celles qui créent l'emploi. 70% de l'emploi en France... PME, TPE, c'est ça? Absolument. Ouais. C'est le tissu le plus dynamique. C'est le tissu le plus dynamique, c'est celui qui constitue la base même de notre économie. Or, ces entreprises sont frappées par notre sujet, des 8 ou des 5 points d'écart en termes de PIB. Parce que la différence pour une entreprise qui paye 5 points de plus de PIB en cotisation sociale par rapport à sa voisine allemande ou hollandaise ou autrichienne, c'est la différence entre la vie et la mort. On n'y arrive pas. Et dans un marché très concurrentiel, on ne peut pas ni investir, ni faire de la recherche, ni développer des marchés futurs. Et si la France est un pays qui se désindustrialise, année après année, minute après minute, pendant que nous parlons, on se désindustrialise en France, c'est en grande partie parce que les entreprises sont trop taxées. Et donc moi je dis, si on veut résoudre le problème du chômage, qui est à mon avis le problème essentiel, parce que derrière la politique, c'est le chômage qui est là. Et la revendication qu'on a vue au premier tour, c'est une revendication contre le chômage. Parce que les gens disent, quoi, avec vos méthodes, depuis 40 ans, voilà ce que vous créez. Vous avez beau être très calé, avoir fait les ENA et tout, mais voilà ce que vous créez. Il est attendu sur ce sujet. C'est une vraie revendication. Bien sûr. Moi, je la prends très au sérieux. Et tous, mais alors vous nous dites, Jacques de la Rosière, et c'est normal, il faut aider ces entreprises qui créent vraiment l'emploi, il faut flexibiliser le travail pour ceux qui veulent entrer sur le marché, et on pense d'abord aux jeunes, mais dites-nous, ceux qui y sont déjà, ceux qui craignent d'en sortir parce qu'on aura trop flexibilisé le travail, qu'est-ce qu'on leur dit, ces gens-là? Écoutez, l'expérience montre que si on a un marché du travail plus flexible, on a moins de chômage que si on a un marché du travail plus rigide. Alors, il ne faut pas être Einstein pour comprendre ça, mais c'est une vérité d'expérience. Non, je pense que c'est très important de réduire la dépense publique en France. Moi, je dirais que un programme qui ne réduirait pas la dépense publique française je dirais de 8 points de PIB en 5 ans est un programme qui aurait une grande faiblesse. Mais alors, il n'y en a pas de programme. Ce programme, il n'est pas prévu par Emmanuel Macron. Non, mais c'est pour ça que je suis heureux de m'improviser auteur de programme. Mais si vous voulez, je ne vois pas comment, si on disait on va faire 3% par rapport à une tendance qui elle-même est haussière, je ne vois pas comment on atteindra la masse critique qui permettra de résoudre le problème du chômage. Et pourtant, vous dites dans votre livre, c'est maintenant ou jamais. Et oui. Vous insistez sur un point important, la jeunesse, Jacques de la Rosière. C'est l'une des lames de fond évoquées dans votre livre, c'est le vieillissement démographique. C'est important, je voudrais qu'on insiste sur ce point, qui menace la solvabilité des systèmes de pension et des retraites en France, on le sait. C'est l'un des systèmes les plus lourds en Europe en termes de dépenses publiques, mais Emmanuel Macron ne veut pas toucher, ne veut pas pour autant reculer l'âge de départ à la retraite. Bon, on peut le comprendre, certains peuvent le comprendre, vu les millions de personnes qui étaient dans la rue lors de la précédente réforme. Est-ce que vous dites que c'est une grave erreur? Moi, je pense que c'est une erreur, parce que
Le système de retraite coûte très cher, il est déséquilibré, il génère un déficit, il est le plus cher de toute l'Europe, etc. Et en plus, il ne donne pas satisfaction. Si vous les Français ne sont jamais contents. À n'importe qui. Mais gare à celui qui y touche, quand même. Mais gare à celui qui y touche. Cela dit, pour faire simple, comme il n'y a plus maintenant que 1,8 ou 1,5 d'actifs pour un pensionné, alors qu'avant c'était 4 ou 5 pour un pensionné, c'était plus facile de répartir la charge des cotisations. Maintenant, ce n'est pas possible. Alors vous avez 3 leviers. Et ça, aussi bien M. Macron que n'importe quel autre président de la République. Vous avez 3 leviers. Ou bien vous augmentez les cotisations. Mais à ce moment-là, vous rentrez dans le problème des 8 points ou des 6 points d'écart que payent les entreprises en cotisation sociale. On ne veut pas étendre ça. Donc, exit l'augmentation des cotisations. La deuxième méthode consiste à réduire les prestations, à dire aux retraités, écoutez, on est désolé, mais vous aurez moins. Je ne crois pas que les Français aimeraient beaucoup ça. Et la troisième méthode consiste à prolonger de quelques années l'âge de la retraite. Et ce n'est pas du tout une mesure arbitraire, c'est parce que l'espérance de vie est plus grande. Avant, il y a une trentaine d'années, l'espérance de vie, c'était autour de 70 ans. Maintenant, c'est 85 ans. Donc on a gagné 15 ans d'espérance de vie. Pourquoi est-ce qu'on devrait, pendant 15 ans, toucher une retraite sans rien accorder, si vous voulez, en termes de solidarité nationale aux autres participants, qui sont les actifs, après tout? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire non, non, il n'est pas question de sortir de 60 ans? Selon vous, il y a une spécificité. Je trouve que ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Il y a une spécificité française à ne pas tenir compte, justement, de cette évolution démographique. Écoutez, la retraite était à 65 ans, à l'époque où il y avait 5 actifs par retraité. Maintenant, elle est à 62 ans. Et encore, parce qu'on a eu le courage de monter de 60 à 62. Et je ne vois aucun argument qui permette, aux yeux, si vous voulez, de la nation française, de la solidarité aussi qui s'exerce dans notre pays, qui permettent de dire non, non, c'est sacré, vous ne partirez pas après 62 ans. Je trouve que c'est vraiment se priver d'un levier majeur qui est finalement le seul qui soit raisonnable, parce qu'il est assis sur la considération de la lame de fond du vieillissement de la population. Ce livre, cet essai, c'est vraiment pour montrer, comme vous l'avez dit, qu'il y a des lames de fond, des évolutions structurelles importantes, la dette, la démographie, etc. L'environnement. Et vous dites que si on ne s'attaque pas maintenant à ces problèmes, pour déclencher un cercle, vous dites, vertueux, ça sera terminé, le train sera déjà passé pour nous? Je crois que c'est un énorme risque que l'on prendrait, et je pense que c'est une bonne idée que de ramener à des évolutions tendancielles mondiales, d'ailleurs, les sujets particuliers qui nous guettent. Parce que dire je mets 36 milliards par là, je fais ceci, 50 milliards, non, je touche pas à l'âge de la retraite, ça n'a pas de sens si vous regardez l'évolution du monde dans lequel nous sommes. Donc il faut travailler pour une solidarité plus active. Est-ce que les institutions financières comme le FMI nous ont vraiment aidés pour travailler justement dans ce sens-là? Vous qui l'avez présidé. Oui, c'est pas tellement le FMI qui peut imposer des réformes de structure à un pays comme la France, c'est plutôt nous. Ou les banques centrales, avec leur rôle lors des crises, elles ont favorisé l'endettement. Certains disent que ce sont les pompiers pyromanes. C'est les politiques. Les déficits abyssaux que nous connaissons, l'endettement à 100% du PIB, qui l'a produit? Ce n'est pas les organismes internationaux, c'est nous. C'est la faiblesse et le manque de courage, il faut bien le dire, d'un certain nombre d'hommes politiques pendant des années et des années, qui ont préféré mettre la tête dans le sable. Et moi, je dis, vous ne pouvez même plus avoir le luxe de mettre la tête dans le sable, parce que le phénomène démographique qui était un peu lointain il y a 10 ou 15 ans, il est là. Le 1,8 actifs par retraité, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 2050, c'est aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas traiter le problème de l'âge de la retraite, si vous voulez, de la même manière quand on a des vagues de fonds de cette ampleur. Le titre de votre livre, c'est « Les lames de fond se rapprochent ». Et si elles se croisent, Jacques de la Rosière, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi je suis un optimiste, je ne cherche pas à dépeindre des tableaux trop... Vous alertez avant que cela Je pense que tous ces problèmes sont solubles. Tous ceux qui sont évoqués dans le livre, ils sont solubles avec une condition. C'est que d'abord on soit clairvoyant et qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et deuxièmement,
qu'on ait un courage politique, mais pas courage au sens « je suis dans le palais ministériel, les gens sont dans la rue et protestent ». C'est pas ça. Le vrai courage, c'est de faire adopter par les autres la méthode intellectuelle qui permet de dire c'est plus intelligent, par exemple, de prolonger l'âge de la vie active que de convaincre, d'expliquer finalement, c'est la pédagogie. Et c'est la pédagogie, c'est l'explication. Et je pense que c'est très intéressant ce qui va se passer après les législatives. Si on se met à expliquer, les lames de fond par exemple, le fait qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on vivait il y a 30 ans, alors que 30 ans ont passé. Et que tout le monde d'ailleurs fait ces choses-là. Je pense que l'explication va être absolument cruciale. C'est pour ça qu'il faut peut-être lire dès maintenant ce livre pour comprendre ces lames de fond, oui. La dette, la démographie, l'environnement. C'est passionnant parce qu'on a tout qui est finalement entremêlé. On voit bien que tous les sujets sont liés et se tiennent. C'est chez Odile Jacob. Et il y a urgence, comme vous le dites, Jacques Delarosière. Merci d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à suivre, ce sont les moments choisis à présent. Recevant à Versailles, Macron dit ça. Il le dit de manière symbolique. Le faste, la pompe, c'est pour lui faire comprendre, très bien, on a entendu le message, vous êtes un grand pays. Maintenant, on va passer au suivant, et aux choses sérieuses, on va rentrer dans les dossiers. Et quand on est rentré dans les dossiers, on a vu un Macron qui était sans concession, qui a dit les choses très clairement. On reviendra sans doute sur la Syrie. À mon avis, il a fait un pas en direction de Poutine. Mais en tout cas, dans le ton, c'était très cash, notamment la réponse qu'il a faite sur les médias russes. Il aurait pu éluder. Il est allé frontalement, et en gros, en expliquant à Poutine que ces médias, à lui, n'avaient pas à faire de propagande dans son pays. Je trouve que c'est une politique lourde, à la fois de lui donner un tel outil de propagande vis-à-vis des Russes, et puis surtout de ne pas recevoir Vladimir Poutine dans un cadre beaucoup plus neutre, et pour le coup, puisqu'il se dit pro-européen, avec Angela Merkel, pour justement imposer l'Europe comme interlocuteur de la Russie. Le Premier ministre a par contre rappelé que l'ensemble des organisations syndicales seront traitées à égalité. Et ça, c'est plutôt une nouvelle intéressante parce que, comme vous le savez, l'an dernier, si la loi El Khomri a été aussi mauvaise, c'est parce que le Premier ministre qui était à l'origine de cette loi et aujourd'hui le Président de la République, Emmanuel Macron, avait décidé de passer outre les organisations syndicales et singulièrement la CGT. Donc, effectivement, c'est plutôt un bon signe qu'on puisse discuter. Le président de la République qui a été quand même élu largement en disant clairement ce qu'il voulait faire aux Français. Ils l'ont placé en tête au premier tour, je le rappelle. Donc, à partir de là, il aura une majorité, voire une majorité absolue. Parce que les Français ont envie. Quand vous regardez les sondages qui sont faits, y compris sur une réforme du travail, vous voyez qu'il y a quand même une majorité qui est favorable. Les gens le comprennent bien. On nous parle d'un code du code du travail qui serait trop important, qu'il faudrait simplifier. Mais il y a des propositions alternatives. Et le code du travail, s'il a enflé, c'est parce qu'il y a eu des dérogations qui ont été demandées par le patronat. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, le match n'est pas joué parce qu'il ne faut pas que, justement, il y ait la possibilité pour le gouvernement en place aujourd'hui, Macron, de faire exactement ce qu'il veut avec notamment cette loi du travail. Et c'est pour ça que pour les législatives, il ne faut pas lui donner la majorité. Moi, c'est vrai qu'à la suite du livre de Davé et l'homme, j'étais plutôt partisan de ne pas monter au front tout de suite, d'attendre de voir comment les choses se passaient, etc. Et peut-être qu'on aurait dû monter au front plus vite. Voilà. Ça pourrait être un regret. Ouais, il y en a plein d'autres, mais je pense à celui-ci. Je pense qu'on aurait dû se battre davantage. Ouais. Ce livre, c'est pas une question de communication ou de médias, c'est une question politique. C'est cristallisé sur ce livre un certain nombre d'oppositions et de dissensions à l'intérieur de la majorité. Et le livre a finalement été plus qu'un texte, il a été un prétexte pour avoir une explication finale avec le président de la République et peut-être l'empêcher de se présenter. Et on
arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à 22h. Belle fin de soirée à vous.